Bonjour, bienvenue dans l'épisode 8 du podcast L'Agora. Aujourd'hui, on est avec Harit Alcazaz. Bonjour Harit. Salut. Donc, premièrement, pourquoi les gens ont besoin de toi? Pourquoi les gens ont besoin de moi? Parce que je suis kiné, je suis ostéopathe. Et du coup, j'essaie d'aider les gens, j'essaie de les soigner. Généralement, les gens viennent me voir quand ils ont des pathologies. Voilà, je suis dans le monde paramédical et du coup, ils viennent me voir quand ils ont des pathologies, quand physiquement ils sont blessés, quand ils ont des entorses, des tendinites. Les pathologies peuvent être vraiment variées. Et moi, je suis là pour essayer de les accompagner à retourner à leur état d'avant ou à être le mieux possible physiquement. Ok. Et est-ce qu'il y a un type de pathologie que tu as l'habitude de traiter ou dans lequel tu es plus à l'aise, plus spécialisé? Hmm. Moi, je suis multipraticien. J'ai l'habitude de soigner tout type de pathologie. Après, j'ai mes préférences. Voilà, j'ai été formé sur plusieurs domaines. Ce qui est bien en kiné, c'est que les, les, les domaines sont vraiment variés. Il peut y avoir l'urogynéco, le vestibulaire, la traumato, la rhumato. Et moi, en fait, il y a certains pans de la kinésithérapie qui m'ont vraiment plu. Le premier, c'est le sport, donc tout ce qui a trait au sport, à la prépa physique. Donc, j'ai essayé de faire des formations en ce sens-là, dont un diplôme universitaire. La pédiatrie. La pédiatrie, c'est les pathologies qui touchent l'enfant de sa naissance jusqu'à l'âge adulte. Donc, je m'y suis intéressé. Et la maxillofaciale. La maxillofaciale, ça va toucher tout ce qui est la sphère ORL, généralement les articulations temporomandibulaires, mais aussi la rééducation de la langue, la manière de respirer. Et ouais, c'est des choses qui m'attirent parce qu'elles me parlent, parce que j'ai vu beaucoup de patients euh, en ce sens qui avaient ce type de pathologie. Et j'enseigne aussi voilà, certaines de ces formations, que ce soit en kinésithérapie ou en ostéopathie. Je participe à la formation de certains futurs diplômés. Et du coup, ce qui est bien, c'est que donc il y a ces trois formations et ces trois formations se rejoignent généralement sur l'adolescent parce que un adolescent, par définition, il fait partie de la pédiatrie parce qu'il est en pleine croissance, il continue sa croissance. Après, on est d'accord, il y a adolescent et adolescent. Mais voilà, l'adolescent est encore en formation, en croissance. L'adolescent, par définition, est généralement sportif. Après, il y a des adolescents qui sont un peu plus, il y a des adolescents qui sont un peu plus timorés, un peu moins sportifs, mais il y en a d'autres qui le sont beaucoup. Et les pathologies de croissance touchent généralement les patients sportifs. Et la maxillofaciale aussi touche généralement l'adolescent. Elle touche tout type de patient, que ce soit adulte, personne âgée, enfant, adolescent. Mais à l'adolescent, il y a les bagues, justement, pour éviter les déformations de l'arcade dentaire à l'âge adulte. Et moi, je suis là pour accompagner l'orthodontiste pour notamment vérifier le placement de la langue ou travailler sur les articulations temporomandibulaires quand, quand le patient a des problèmes de dents ou quand on lui pose un appareil dentaire, par exemple. Ok. On va parler un peu de maxillofacial vu qu'on était là-dessus. Quand j'étais jeune, par exemple, j'ai eu des bagues, mais moi, on m'a jamais, enfin, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, donc je pense qu'on m'a jamais présenté un kiné pour ça. Mhm. Mais est-ce que tu pourrais un peu plus expliquer ce que c'est les problèmes qu'on peut avoir quand on porte des bagues quand on est jeune et comment les éviter? Ouais. Alors, moi, j'aime beaucoup la maxillofaciale parce que c'est exactement le type de spécialité ou le type de pathologie où avec peu, on peut arriver à très grand. Je m'explique, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais. Avec peu, on arrive à très grand, c'est-à-dire que enfant, si on pose des bagues, ça peut être contraignant, je l'entends. Si on vérifie pas la langue, ça peut être contraignant. Si on fait des petits exercices, ça peut être contraignant.
Mais ces exercices, ils empêchent à l'âge adulte d'avoir une béance, par exemple, une béance buccale. Une béance buccale, c'est quoi? C'est que toi et moi, ou de manière physiologique, quand on mange, les dents se rapprochent et elles peuvent mâcher. Certaines personnes ont une béance, et cette béance, elle signifie quoi? Elle signifie que quand elles ferment la bouche, quand elles essayent de serrer les dents ne se touchent pas. Ok. Et moi, j'ai l'exemple type d'un ami qui, quand il mange une pizza, bah, c'est très compliqué pour lui, que ce soit euh, gustativement, si je peux dire comme ça, gastronomiquement, parce qu'il prend pas de plaisir, mais surtout socialement, parce que lui, quand il mange une pizza, il peut pas mettre la pizza dans sa bouche, la croquer et la mâcher. Et quand il croque, il y a ses incisives, ses dents de devant qui attrapent la garniture, et s'il tire, bah, la pâte sort et la garniture Reste. Ok. reste. Et du coup, c'est très bizarre entre potes, enfin, c'est très compliqué. Donc, ça peut paraître simple, bête, comme dit comme ça, mais ça crée des problèmes chez les personnes qui ont ce type de pathologie. Et en fait, moi, ça va consister en quoi? Donc, c'est multi-praticien, voilà, il y a pas que moi qui travaille dans ce domaine. Je travaille généralement de concours avec les dentistes et les orthopédistes. Les Orthodontiste. orthodontistes, pardon, les orthodontistes. Et j'ai des compétences croisées aussi avec les orthophonistes. Donc voilà, l'orthophonie c'est un métier, la kinésithérapie c'est un métier, mais on a certains champs de compétences comme la rééducation de la langue qui sont faits par les kinés et par les orthophonistes. Ok. Et en fait, en quoi ça va consister? Ben, comme je te l'ai dit, c'est une spécialité. Dans cette spécialité, il y a vraiment plein de types de pathologies. Moi, les deux types de pathologies que je pourrais sortir et qui viennent généralement souvent chez moi, c'est le bruxisme. Donc ça touche généralement beaucoup de personnes. Le bruxisme, c'est quand on... Alors, de manière générale, vous pourrez faire le test. Au repos, la mandibule, donc la mandibule, c'est l'os qu'il y a de la mâchoire D'accord. inférieure. Et la mandibule doit être suspendue. Donc, en théorie, on ne devrait pas serrer les dents. Euh, et la pointe de la langue doit toucher le palais, elle ne doit pas toucher les dents. En pratique, on est plusieurs, moi inclus, à ne pas avoir la mandibule suspendue, donc à serrer les dents, et à avoir une position basse de langue, à avoir une langue qui touche les dents du haut, voire les dents du bas. Et ça, donc le bruxisme, ça crée quoi? Ça crée des douleurs au niveau des ATM, ça peut créer des craquements, ça peut créer des lourdeurs, et ça peut aller de la simple gêne, donc un patient qui va dire, bah, quand j'ouvre la bouche, ça craque un petit peu, mais ça va, à l'impotence fonctionnelle. C'est un patient qui va dire, bah, moi je mâche qu'à droite, parce qu'à gauche, je sais que quand je serre des dents, ça fait trop mal. Il y a des moments où quand je suis en crise, je, je mange que liquide, et je trouve que conditionner sa nourriture à une Mm. pathologie, c'est dommage, surtout que c'est des pathologies qu'on peut rééduquer relativement facilement avec des Ok. massages, avec des prises de conscience. Ça, c'est la première pathologie, le bruxisme. La deuxième pathologie, et ça c'est beaucoup plus global, je ne sais pas si je peux parler de pathologie, c'est la langue. Pardon. Donc la langue, comme je l'ai dit, elle peut avoir une position basse. Pardon. Donc la langue, comme je l'ai dit, elle peut avoir une position basse. Et cette position de basse de langue, elle peut... donc c'est une atonie, la langue. Alors il faut savoir que... Je ne sais pas si tu sais si c'est un muscle, la langue. Oui, ça oui. Ouais. C'est le muscle, je crois, avec le plus de. Je sais plus si c'est le plus de fibres musculaires. En fait, c'est le plus dense, je crois, en muscle. Alors, c'est plus compliqué que ça. La langue, on va dire que c'est le muscle avec le rapport poids-puissance le Le plus plus important. costaud, le plus Ok. important. Voilà, parce que si on va prendre la langue versus le grand fessier, il va être beaucoup plus fort parce que c'est celui qui nous permet de rester debout. Mais si la langue avait la même taille que le grand fessier, ben en fait, la langue serait plus forte. Ok. Et serait, voilà. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dire que la langue c'est un muscle, c'est faux. Ok. La langue, c'est un ensemble de 17 muscles. Ah ouais, ok. Voilà, c'est un ensemble de 17 muscles. C'est pour ça que c'est une merveille, une perfection
de la nature parce qu'on peut la mouvoir dans plusieurs secteurs. Et comme tous les muscles, ils peuvent être forts, ils peuvent être ferts, ils peuvent être toniques ou ils peuvent être moins toniques. Atone non, parce qu'ils auront toujours une tonicité, mais ils peuvent être moins toniques. Normalement, la langue, elle doit être levée, et si elle est un peu moins tonique, ben, elle va être baissée. Et du coup, si elle est trop baissée, ça peut appuyer sur la mâchoire, la faire serrer, créer du bruxisme. Quand on dort, ça peut aller en arrière, obstruer les voies, faire de l'apnée du sommeil. Ça peut créer des ronflements aussi, voilà. Euh, Ça peut faire plein de choses, plein de problématiques. Prenant l'exemple de l'apnée du sommeil, on peut aller jusqu'à l'hypertension artérielle à l'âge adulte et même à l'insuffisance cardiaque si c'est vraiment très très poussé et très loin. Et en fait, c'est des pathologies que on peut rééduquer. Alors, je mets des guillemets parce que c'est pas si facile que ça, mais ça reste beaucoup plus facile que rééduquer une insuffisance cardiaque. D'accord. En donnant quelques exercices, en disant voilà, je vais comme tout muscle, je vais te donner un exercice, tu vas faire, tu vas pousser, voilà. Euh, voilà, et en faisant ces exercices, et avec une prise de conscience aussi, donc celle que je vous ai donnée en disant, voilà, la pointe de la langue, elle doit toucher le palais et pas forcément les dents. Juste avec ce genre de choses, on peut éviter des complications assez graves et très embêtantes. Ok. Et si, par exemple, moi aujourd'hui j'ai ce problème-là et que la prise de conscience ne me suffit pas, qu'est-ce que je pourrais faire comme exercice? Alors, moi, il y a 3 exercices que j'utilise facilement. C'est des exercices de bilan et c'est des exercices de traitement. Après, il y en a plein, hein. Ça dépend de l'imagination du praticien. Mais premier exercice, je vais te demander de toucher ta lèvre supérieure avec la pointe de la langue Ok. sans utiliser les dents du bas. Donc moi, je vais le faire. Je vais faire ça. Ok. Et tu vois que la pointe de la langue, elle touche ce niveau-là. Et Ouais. je peux passer le doigt sur mes incisives du bas. En fait, mes incisives ne vont pas porter ma langue. Ouais, C'est c'est ma ça. langue qui se lève. Parce que si c'est les incisives qui portent la langue, Ouais, c'est la mâchoire qui travaille plus que. c'est la mâchoire qui travaille. Exactement. Ok. Deuxième exercice, un exercice qui est plus facile que tout le monde connaît. Je vais demander d'ouvrir grand la bouche et avec la pointe de la langue, de faire le tour des lèvres. Donc, comme ça. Ok. Et essayer de le faire le plus lentement possible. On peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et là, c'est pareil, il faut que la langue soit assez forte pour pouvoir être levée et toucher la lèvre. Si les lèvres sont pincées comme ça, Ouais. c'est toujours pareil, c'est pas la langue qui Et, se lève, c'est les lèvres qui portent la langue. Et troisième type d'exercice, je vais te demander de prendre un abaisse-langue, une fourchette en bois, n'importe quoi, mhm. ou même le doigt, et le mettre devant ta langue ou au-dessus de ta langue, plutôt comme un crochet. Ouais. Et avec ta langue, essayer de soulever le doigt. Donc voilà, avec la langue, essayer de pousser. Ok. Voilà, comme si tu faisais, si tu veux travailler le biceps, tu vas faire une flexion de coude. Si tu veux travailler la langue, tu vas essayer de pousser un poids vers le haut. Tu ne Ok. mettras pas les mêmes poids évidemment, Ouais. mais voilà. Ok, d'accord. Et toujours dans le maxillofacial, ça m'a fait penser à mon petit frère, parce que lui, il a toujours un grand sourire, Ouais, mais il ferme jamais la bouche ouais, et il respire toujours par la bouche. ouais. Est-ce que ça vient dans ton domaine ou c'est pas du tout le tien? Oui, parce qu'il faut savoir pourquoi il respire par la bouche. Il faut savoir que, encore une fois, moi je suis très très content de mon métier parce que le corps est vraiment une merveille de la nature. Voilà, et tout a été fait d'une manière précise. Et ouvrir la bouche quand on respire, c'est possible. C'est fait parce que quand on fait de l'exercice, par exemple, quand c'est une solution de secours, ou quand on fait de l'exercice, quand on a le nez obstrué, quand on a des allergies, ben en fait la bouche prend le relais parce que sinon, si avec le nez, on mourrait très facilement. Ouais. Voilà. Donc on serait en hypoxie et ce serait pas bon du tout. Donc c'est pour ça que la bouche existe.
Mais normalement, c'est le nez qui doit respirer. Pourquoi? Parce que, premièrement, le nez, c'est un filtre pour plein de choses. C'est un filtre euh, Pour la pollution déjà, pour la non? pollution, pour les germes. Voilà, il y a un filtre physique avec les poils de nez, Ok. voilà, dont on a horreur mais qui servent. Donc tu Euh, penses quoi des gens qui retirent tout le temps leur poil de nez? Est-ce que c'est une bonne alors, chose ou pas? c'est une bonne chose quand ils sortent évidemment, Ouais, mais après il faut pas aller très loin parce que les poils de nez servent à quelque chose. Les poils de nez, quand il y a quelque chose qui rentre dans le nez, les poils de nez sont une barrière physique pour éviter au pollen, euh, à n'importe quoi de rentrer dans le nez. Voilà, c'est d'accord. assez souple pour, euh, pour respirer, mais assez rigide pour empêcher les germes de rentrer. Après, c'est sûr que quand ça sort, il faut l'enlever. Il y a une barrière chimique qui est physique aussi, c'est tout ce qui est mucus. Quand on a un rhume, quand ça coule, quand ça coule trop, c'est qu'il y a une réponse réflexe à euh, une agression de germes. Et du coup, la barrière chimique, elle va agir. Elle va agir comment? Elle va capter ces germes-là. Dedans, il y a tout plein de choses qui font que on va guérir, on va tuer les germes. Donc, il y a cette barrière chimique qu'il n'y a pas dans la bouche. La bouche, c'est un accès direct au poumon. Et si on respire par la bouche, on n'a pas cette barrière chimique. On a la barrière chimique dans les poumons, mais c'est déjà un peu trop tard. Vaut mieux avoir un problème de germes dans les narines que dans les poumons. Et la troisième fonction du nez qui est importante aussi, c'est le réchauffement. C'est le réchauffement de l'air. Et ça permet à l'air d'être plus chaud dans les poumons, alors que si on passe par la bouche, c'est un air qui est plus froid et du coup, c'est moins spécifique. Ça, c'est ce que tout le monde connaît, c'est voilà, ce que beaucoup de personnes de la population savent. Après, il y a des fonctions qui sont encore plus poussées. Il faut savoir que comme il y a un réchauffement de l'air qui se fait par le nez, il y a un refroidissement des capillaires sanguins qui se fait par le nez aussi. Quand on aspire de l'air froid, il y a un, un réchauffement des capillaires sanguins. En fait, ces capillaires sanguins, la première chose à refroidir, à ton avis, dans la tête, ça va être quoi? Au niveau des yeux peut-être? Au niveau des Ouais, yeux, alors les yeux font partie de quelque chose, ils font partie du cerveau. d'accord. Voilà, je pourrais parler du corps humain Toute la journée. toute la journée. On dit toujours que les yeux, et c'est la vérité, c'est que c'est une extension du cerveau. On dit toujours que c'est impossible de toucher un cerveau, c'est vrai, parce que on ne peut pas rentrer dans la tête. Mais en fait, si c'est possible, En touchant les yeux. en touchant les yeux, les gens qui mettent des lentilles dans leurs yeux, ils touchent leur cerveau. Voilà, c'est une extension du cerveau. Et pour revenir sur le thème que je disais, donc en fait, il y a un réseau très important de capillaires sanguins, c'est pour ça que quand on saigne du nez, on saigne beaucoup, qui va capter cet air froid et qui va refroidir la machine, l'une des machines les plus importantes du corps, c'est le cerveau. Parce Ok. que quand le cerveau chauffe trop, c'est la fièvre, et du coup, pour baisser cette fièvre, pour baisser cette température, respirer par le nez, c'est plus important. Il y a des, il y a des études qui ont prouvé que quand on respirait par le nez, on captait mieux l'oxygène, voilà, et il y avait un captage d'azote aussi qui permettait d'ouvrir les capillaires sanguins et qui permettait d'améliorer l'oxygénation du cerveau. Ok. Et tout ça pour dire que outre le fait que ce soit pas très esthétique d'ouvrir la bouche quand on respire, euh, ça peut créer des problèmes de dents. Parce que là, ton petit frère a un beau sourire et c'est très bien, mais à force d'avoir la bouche ouverte, il peut avoir une atonie pardon, de langue et du coup, la langue peut pousser sur les dents, écarter les dents et c'est comme ça qu'on a des chevauchements dentaires ou des écartements de dents. Ok.
Et aussi, il y a certains enfants, par exemple, et ça c'est encore plus important, et c'est ça qui est trop bien dans ma pratique, c'est que j'arrive à faire des liens entre les différentes spécialités. Et là, le lien que je fais, c'est que il y a des enfants qu'on considère TDAH, qu'on considère hyper toniques et hyper, C'est le voilà, cas de mon frère. des feux follets, voilà. Et en fait, c'est des enfants qui sont pas diagnostiqués TDAH, mais qui ont juste une mauvaise ventilation cérébrale. Alors je prends des guillemets parce que c'est des images que je donne. Hein. Il faut un diagnostic médical, mais rien que de fermer la bouche, ça peut voilà, améliorer la circulation du cerveau. Et voilà, on a tous connu cette sensation de surchauffe cérébrale quand on est à bout, quand on est stressé, on ne tient pas en place et c'est là où on fait un peu n'importe quoi. Des fois se calmer, voilà, quand on fait de la cohérence cardiaque, on demande de respirer par le nez, il y a tout ce genre de choses. Et c'est pour ça qu'il y a un lien entre respiration nasale ou respiration buccale et diagnostic TDAH donné à tort. Je ne dis pas que les enfants qui ont un TDAH ne sont pas TDAH, je dis juste que le TDAH est un diagnostic fourre-tout. Quand c'est bien diagnostiqué par un médecin, ben, il faut aller en ce sens. Quand on se pose la question et que l'enfant ouvre tout le temps la bouche, c'est très 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 important de savoir pourquoi il respire par la bouche et éventuellement essayer de travailler sur ça et faire en sorte qu'il respire par le nez. Et dernière chose aussi, désolé je parle beaucoup, Ah, il n'y a pas de souci, on est là pour ça. mais dernière chose aussi, euh, je suis conscient et c'est mon métier que demander à un enfant de respirer par le nez, à un enfant de 2 ans de respirer par le nez, alors que il a un profil adénoïde, on dit que c'est un profil adénoïde, les enfants qui ont un visage très fatigué, des cernes marquées et une bouche ouverte, un visage un peu, c'est décrit dans la littérature comme ça, un visage un peu bêta, alors que c'est des enfants très intelligents, euh, ben c'est compliqué de leur faire fermer la bouche. Parce que c'est un cercle vicieux où c'est des enfants qui vont être très fatigués. Là, j'ai parlé de ventilation cérébrale, mais il y a la fatigue aussi. Un enfant qui respire par la bouche, ça va être un enfant qui va être fatigué. Il y a cette hyper activation cérébrale, il y a cette fatigue qui va apparaître. Et déjà, un enfant de base, lui donner des consignes, c'est compliqué. En plus, un enfant fatigué qui a une hypoventilation cérébrale plutôt, ben en fait, ça va. Si son cerveau n'est pas assez ventilé, n'est pas assez, la température n'est pas assez contrôlée par la respiration nasale, ben ces enfants-là, ça va être compliqué de leur faire respirer par la bouche. Ok. Donc, j'en suis tout à fait conscient, mais il faut savoir que cette respiration buccale peut provoquer moult problèmes plus tard. Ok. Et par rapport à ça, j'avais vu, tu m'as dit du coup qu'il y avait un problème avec les dents plus tard quand tu respirais du coup par la bouche. Ouais. J'ai vu aussi, je crois, des études qui montraient que tu avais du coup une déformation carrément du visage qui s'affaissait un petit peu là-dessus. Et on va rester toujours un peu sur la maxillofaciale. En ce moment, il y a une tendance un peu sur les réseaux sociaux, c'est la musculation de la mâchoire. Ouais. Soit par des chewing-gums, Ouais. ou soit, il me semble, par des bouts de caoutchouc que tu mets dans la Ouais, bouche. ouais. Toi, t'en penses quoi de cette pratique? Alors, un muscle, c'est comme tout, il faut qu'il soit renforcé. Le muscle, il a une fonction physique, une fonction esthétique, où les standards actuels font que quand on est musclé, c'est beau. Et cette tendance, je la connais. Le shoeing, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc cette tendance, elle existe. Et en fait, elle consiste en quoi? Elle consiste à travailler la fermeture de la mâchoire pour travailler les muscles qui renforcent, qui ferment la mâchoire. Donc il y a 3 muscles. Il y a les muscles temporaux. Très facile de savoir quels sont les muscles qui ferment la mâchoire parce que il suffit de mettre les mains sur les tempes.
de serrer les dents. Ouais. Et du coup, tu vas sentir qu'il y a une contraction. Le premier muscle, c'est le temporal. Le deuxième muscle, c'est le ptérygoïdien médial. Donc là, c'est un peu plus compliqué à aller chercher parce qu'il faut aller dans la bouche. C'est tout au fond et il est vraiment au niveau de la branche montante de la mandibule. Il est possible à aller palper, mais voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Et il y a le troisième muscle qui est le masséter. Le masséter, c'est un muscle qui est au niveau du gognon. Le gognon, c'est l'angle de la mandibule. Et quand on met les doigts ici, quand on serre, ben en fait, on sent qu'il travaille. Quand on fait cette pratique, le mewing, on essaie de renforcer ces muscles, de renforcer le masséter pour qu'il soit un peu plus développé, pour que l'angle soit un peu plus visible. D'où la fameuse voilà, trempe où on fait comme ça. Donc ça, au final, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, ça, c'est pas la fonction principale d'un muscle, le physique. La fonction principale, c'est le mouvement. Et quand un muscle est trop développé, il développe des tensions. Et quand il développe des tensions, il est actif tout le temps. C'est pour ça que quand on voit les gens sortir de la salle qui sont congestionnés, ils sont un peu comme ça. Au lieu d'être relâchés, ils sont plutôt congestionnés. Et du coup, le problème avec ce type de pratique, c'est que on ne peut pas isoler la contraction musculaire du masséter. On est obligé d'activer le ptérygoïdien et le temporal. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas faire un travail unilatéral. On est obligé de travailler au niveau bilatéral. Et la dernière chose aussi, c'est que là, je ne vais pas le développer, mais j'ai parlé de ces trois muscles. Mais quand on serre des dents, on serre plusieurs autres muscles. On peut utiliser plusieurs autres muscles du visage. Donc au final, on va renforcer plusieurs muscles. Et là où ça devient problématique, c'est que du coup, si ces muscles qui ferment la mâchoire sont trop sollicités, c'est là où on peut arriver sur des pathologies type bruxisme. Et c'est là où on peut abîmer aussi l'articulation temporomandibulaire qui est très fragile. Et c'est là où on peut se lancer dans des problèmes de douleur, de craquement, et ça peut être problématique. Donc, mâcher un chewing-gum, oui, ça fait partie du mewing. Ça peut dessiner un peu le truc. Nous, en neuromaxillofacial, on le déconseille justement pour ce type de problématique bruxisme. Après, nous, on a toujours un devoir de conseil et pas de résultat. C'est très important. On fait le maximum pour conseiller le patient. On a une adhérence thérapeutique. Moi, je préfère dire à un patient qui veut à tout prix le faire, si tu veux vraiment le faire, moi, je te le déconseille. Mais si tu veux vraiment le faire, mâche un chewing-gum. Si par contre tu veux prendre un pneu et le mettre dans ta bouche, si tu veux mettre une grosse truc de caoutchouc et serrer toute la journée, là non, c'est pas bon parce que ça va te déformer les dents, ça va te faire des problèmes de langue, ça va te faire des problèmes d'ATM. Et dernière chose aussi, l'articulation temporomandibulaire, les deux articulations temporomandibulaires, parce que c'est les seules articulations qui agissent en synergie. Une articulation ne peut pas travailler sans l'autre. Elles sont à un équilibre. Elles travaillent à l'équilibre. Quand on n'a pas de problème, elles travaillent à un équilibre. Sauf que c'est un équilibre qui est très précaire. C'est un équilibre, dès qu'on en sort, c'est très difficile de revenir à l'équilibre. C'est pour ça que les patients qui ont du bruxisme, les patients qui ont des problèmes de langue, c'est faisable. C'est relativement facile par rapport à d'autres pathologies, mais ça reste quand même des rééducations qui durent quelques mois. Et quand on n'a rien et qu'on se retrouve avec une rééducation de quelques mois, on pourrait s'en passer. Et je ne parle même pas des douleurs, des problèmes alimentaires. Donc c'est pour ça que si je devais donner une conclusion finale à ce truc, je le déconseillerais. Vous êtes très beau sans le truc. On a quand même une belle encoche, un beau relief et un bel angle. Ça sert à rien d'aller se chercher des pathologies
dessus. Ok, donc même avec parcimonie, tu le déconseillerais? Toujours pareil, moi je le déconseillerais, après c'est du cas par cas, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème dentaire, qui sent bien et qui se sent de le gérer lui-même, oui, voilà. Ok. Si c'est quelqu'un qui est à fond dans le sport et qui se dit bah, plus je le fais, mieux c'est, et qui le fait 3 fois par jour, une demi-heure avec une grosse balle dans la bouche, je dis non. Ok, ça Voilà. marche. Si on y va doucement, c'est possible. Parce que moi, mon but, moi, l'un des principes que je donne dans la rééducation, c'est que, sauf cas extrême, du type fracture ou avec interdiction d'appui, je ne peux rien interdire. Voilà, j'accompagnerai toujours le patient parce qu'avec une interdiction, on a une frustration. Et même, j'ai dit sauf cas particulier, mais en fait, je peux dire il n'y a pas de cas particulier parce qu'en cas d'interdiction, en cas d'interdiction, en cas de contre-indication, généralement, c'est le chirurgien ou c'est le médecin qui va contre-indiquer et qui va le mettre sur l'ordonnance. Voilà, moi, alors, faut jamais dire jamais, c'est mon deuxième principe. Mon premier principe, je donne rarement, pour pas dire jamais, de contre-indication ou d'interdiction. Et c'est pour ça que là, je ne ferai pas d'interdiction, je ferai un accompagnement plutôt. D'accord. Et dernier point sur la maxillofaciale où je veux parler, c'est il y a aussi, je pense que ça vient des réseaux sociaux aussi, c'est un scotch sur la bouche pendant le sommeil. Je sais pas du coup comment ça s'appelle, mais toi t'en penses quoi? Il me semble que c'est du coup pour garder la bouche fermée et respirer par le nez. Ouais. Mais est-ce que ça pourrait y avoir des conséquences du coup un peu plus néfastes parce que du coup tu travailles plus tes muscles et t'es assisté? Alors là c'est très intéressant parce que je savais pas forcément que c'était une trend. Je savais pas non plus, mais moi j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ouais, Du coup, ça... alors c'est très bien que tu l'aies vu sur les réseaux sociaux parce que ça peut être, ça peut être une consigne qu'on donne aux patients. Donc contrairement au mewing où là je dis ah, je suis pas très chaud, là je dis bah en fait ça peut être une bonne chose. Pourquoi? Parce que la respiration buccale nocturne, quand on dort, euh, elle est très problématique. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a dit aux patients, ben, respirez par le nez, merci, au revoir, ben, les patients sont un peu décontenancés, ils n'ont pas de conseils. Donc l'un des conseils qu'on peut donner, c'est de mettre un petit sparadrap sur la bouche pour encourager la respiration nasale. Et pour, comme je t'ai dit, voilà, quelqu'un qui va respirer par le nez, c'est quelqu'un qui va avoir une qualité de sommeil qui est beaucoup mieux. C'est quelqu'un qui ne va pas ronfler, donc son compagnon ou sa compagne va être mieux. Voilà, donc c'est un acte d'urgence, si je peux dire ça, mais c'est une très bonne chose. Là où ça devient problématique, c'est, comme tu l'as dit, c'est le principe de la telle. La telle, quand on a une fracture, c'est bien de la mettre parce qu'il ne faut pas mobiliser. Le problème à toujours garder la tête une fois qu'on n'en a plus besoin, c'est que tous les muscles autour se, se, se désentraînent. Et du coup, ben là, ça devient compliqué pour récupérer la fonction. Et c'est pareil pour la bouche. On a tous les muscles autour de la bouche, dont l'orbiculaire de la bouche, dont les muscles qui ferment ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, et dont la programmation aussi neuro qui fait que ben, on est censé fermer la bouche quand on dort. Quand on met un sparadrap et qu'on fait ça pendant des jours, des semaines, des mois, ben là, le problème, c'est que tous ces muscles se relâchent et ça devient plus automatique et c'est ça qui est problématique. Okay. Donc, moi, je suis pour le proposer, mais le proposer au début, voilà, déjà en prise de conscience pour dire au patient, ben voilà, vous avez réussi à dormir cette nuit avec un scotch sur la bouche, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que vous avez mieux dormi? Ça nous permet aussi de renforcer le diagnostic en disant, ben voilà, là on est sûr que quand vous vous réveillez le matin, parce que après 8 heures de sommeil continu, ben c'est que le problème c'était la bouche et du coup il faut vraiment rééduquer la bouche. Et après on va dire au patient, ben
Voilà, ça fait 2 jours que vous l'avez mis, 3e jour vous l'enlevez, vous voyez comment ça va, est-ce que ça va, est-ce que ça va pas, voilà. Et il y a un autre truc que je conseille avec le sparadrap sur la bouche, c'est un truc complémentaire, c'est la pression négative. Ok, c'est quoi? Quand on ferme la bouche et qu'on met la langue en bonne position et qu'on va avaler toute la salive qu'il y a sur la bouche, tout est collé. Tout est collé au niveau des dents. La bouche est collée au niveau des dents et est fermée. Et du coup, comme il n'y a plus de C'est un salive, peu sous vide. voilà, c'est sous vide, que t'es aspiré et du coup, ça fait un peu ventouse. Et du coup, c'est une manière facile de garder la bouche fermée. Ok. Voilà. Donc ça peut être une technique aussi. Et voilà, palier 1, scotch. Palier 2, pression négative. Palier 3, renforcement des muscles. Palier 4, palier 5, etc. Pour au final avoir une respiration nasale complète. Et pour rappel, nous, on est tous censés respirer par le nez. Personne n'est censé respirer par la bouche. Les seuls cas où on est censé respirer par la bouche, c'est quand le débit est pas assez suffisant, donc quand on fait de l'activité physique intense, ou quand on a un problème de nez, quand on est encombré au niveau du nez, quand on a des allergies, quand on est encombré physiquement avec les cornets, par exemple, qui sont des expansions au niveau du nez qui peuvent boucher le nez quand elles sont vraiment enflées et trop importantes. Certaines personnes se font opérer pour ça. Ou liquidienne avec le mucus. Ok. Je pense qu'on a fini sur la maxillofaciale. Tu m'as dit que tu étais aussi spécialisé du coup dans le sport. Et dans le sport, quelles sont du coup les traumatologies que tu vois le plus ou que tu soignes le plus? Alors, moi je vois vraiment tout type de pathologie. Chaque kiné du sport, par définition, moi c'est ma définition, moi elle n'est pas universelle, mais par définition, si tu fais de la kiné du sport, c'est que tu es attiré par le sport. Et si tu es attiré par le sport, c'est que tu en fais et que tu as une connaissance de certains sports, tu as certaines spécialités. Moi, mes 2 spécialités, même si je travaille avec tout type de sportifs, moi, mes spécialités, ça va vraiment être le handball parce que j'en ai fait, parce que je travaille dans un club de hand, au SMUC Handball. J'y ai travaillé et j'y vais de temps en temps. Euh, la musculation, parce que ça m'intéresse beaucoup, et l'athlétisme, parce que c'est un sport moi je suis coureur et c'est un sport qui me plaît. Après, ça ne m'empêche pas de travailler avec les nageurs, les footballeurs ou autres types les escrimeurs, voilà. Ou autre type de pathologie. Et en fait, les pathologies qu'on va rencontrer souvent, ça va être des pathologies du membre supérieur, donc des luxations d'épaule, des luxations de doigts, des fractures. Ça va être des pathologies des membres inférieurs, des entorses, des ruptures des ligaments croisés, des tendinites, des syndromes de l'essuie-glace. Et après, encore une fois, comme je te l'ai dit, j'aime bien faire le lien entre mes différentes spécialités. Et là, le lien que j'y vois, c'est pédiatrie et sport. Et du coup, c'est toutes les pathologies de croissance. Et les pathologies de croissance, ça va être Sinding-Larsen, ça va être Sever, ça va être Osgood-Schlatter, ça va être Scheuermann. Et du coup, c'est des pathologies de croissance qui intéressent l'enfant parce que ça agit sur le cartilage de conjugaison. Et qui va intéresser le sportif parce que c'est des pathologies de sursollicitation. Ok. Du coup, dans les pathologies que tu as citées, il y a Osgood-Schlatter. Il me semble que tu as une affinité un peu avec cette maladie en particulier. Ouais. En plus, je l'ai eu, c'est toi qui m'avais traité. Ouais. Donc, un peu, si tu pouvais un peu nous expliquer ce que c'est ou pas. Ouais. Alors, tu peux prendre. Ouais, Sinding-Larsen, Osgood-Schlatter, Sever sont des ostéochondrites de croissance. Comme Scheuermann et comme plein d'autres types de pathologies. En fait, avant de commencer, il faut savoir ce que c'est l'os et il faut savoir ce que c'est l'os d'un adolescent ou d'un enfant.
L'os d'un adolescent, il est comme l'os adulte, sauf qu'à la différence, il a ce qu'on appelle le cartilage de conjugaison. Le cartilage de conjugaison, c'est un tissu, c'est du cartilage, mais c'est ce qui permet l'expansion de l'os et qui permet de grandir. Sans ce cartilage de conjugaison, on ne pourrait pas grandir. Okay. C'est pour ça que dire, et ça c'est important aussi, dire que quelqu'un qui a 30 ans a Osgood-Schlatter, je dirais pas que c'est une erreur de diagnostic parce que mon deuxième principe dit ne jamais dire jamais. Ouais. Mais c'est un peu compliqué parce que on peut pas voir Osgood-Schlatter sans cartilage de croissance. Ouais. Je reviens sur mon truc. Donc là où il y a du cartilage de croissance, il y a une pathologie, il y a éventuellement une ostéochondrite, un problème, voilà, ou une ostéochondrose. Donc voilà, comme je te l'ai expliqué, chaque articulation a une ostéochondrite ou une ostéochondrose. Chaque chirurgien, chaque médecin a donné son nom à l'une des articulations. Et celle qu'on va retenir, celle qui arrive le plus souvent, c'est Sever, Sinding-Larsen et Osgood-Schlatter. Sever, c'est le calcaneus. Sinding-Larsen, c'est la pointe de la patella. Et Osgood-Schlatter, c'est la TTA. Okay. Là, donc, on a une vue d'un genou. Donc, au niveau osseux, on a le fémur et le tibia. Au niveau musculaire, on a le quadriceps qui est en haut, le tendon quadricipital qui va du quadriceps à la rotule, okay. Le tendon patellaire qui va de la rotule à la TTA. Okay. La rotule, on sait tous plus ou moins ce que c'est, la patella, voilà. Et la TTA, en fait, c'est au niveau du tibia, tout en haut, il y a une tubérosité, il y a une bosse. Okay. Et cette tubérosité, elle s'appelle tubérosité parce que c'est une tubérosité, tibiale parce que c'est le tibia et antérieure parce qu'elle est devant. Donc ça, c'est la tubérosité tibiale antérieure. Pourquoi elle existe, cette tubérosité tibiale antérieure? Parce que c'est une zone de forte contrainte. Pourquoi? Parce qu'il y a le muscle qui est un muscle qui est quand même assez puissant, qui a un ensemble de 4 muscles, qui va, avec juste cette petite surface, tracter et pouvoir faire une extension de genou. Donc c'est pour ça qu'à force, ça tire, et ça crée cette bosse. D'accord. Il faut savoir que chez l'enfant, cette bosse, il y a du cartilage de croissance. Okay. Comment ça se montre au niveau radiographique? Au niveau radiographique, on voit bien le tibia, on voit bien la TTA. Donc je vais appeler TTA, tubérosité tibiale antérieure. La TTA, on la voit bien. Et entre le tibia et la TTA, on voit une petite zone où c'est transparent. C'est transparent. C'est le cartilage, c'est transparent. C'est pas une fracture. C'est juste qu'à cette zone-là, ce cartilage, il va se transformer en os, mais il va grandir, il va pousser à la TTA. C'est ce qui permet de pousser à la TTA. Voilà. C'est comme ça d'ailleurs qu'on reconnaît un enfant, c'est le fameux âge osseux. C'est comme ça qu'on arrive à savoir à peu près l'âge d'un enfant sans avoir de carte d'identité. Ça se fait généralement chez les contrôles sportifs. Okay. Voilà, quand on a certaines personnes qui ont peut-être 18 ans mais qui jouent en U15 ou on a déjà entendu ce genre d'histoire, pour prouver l'âge, chez un adulte, il n'y a pas de cartilage de croissance, donc il n'y a pas de trait, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà, on voit l'os en continu. Chez l'enfant, il y a un petit trait transparent, c'est le cartilage de croissance. Et en fait, ce cartilage de croissance, il est solide, c'est pour ça qu'il ne se décroche pas, mais il n'est pas assez solide chez certains patients, généralement chez les coureurs ou les footballeurs, qui font des pathologies de sursollicitation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, ils font flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, et à chaque fois, ça va tirer. Et en fait, bon là, il y a une fracture, il y a une rupture du ligament voilà, patellaire. Mais en fait, ça va tirer. Et en fait, ça va tirer. Et l'os, il va se décoller légèrement. Ça. Et voilà, il va se dévier légèrement. La première étape, c'est l'ostéochondrite. Ça va être une inflammation du cartilage. Et c'est là où ça va faire mal à chaque extension et tout. Et la deuxième phase, c'est l'ostéochondrose. C'est là où c'est un décrochage. C'est une mort cellulaire. C'est une mort du cartilage. Ça, c'est très problématique, mais c'est extrêmement rare. C'est là où ça va se décrocher et c'est là où, dans de très rares cas, on peut avoir une opération chirurgicale. Pour le diagnostiquer, il va y avoir deux choses.
il va y avoir la paraclinique. La paraclinique, c'est tout ce qui est à côté de la clinique. La clinique, c'est quand on est seul avec le patient, qu'on va le toucher, qu'on va appuyer. Donc ça, c'est le diagnostic clinique. Diagnostic clinique, je vais appuyer sur la TTA, sur la zone inflammatoire. Ouais. Si ça fait très mal, ça va m'orienter sur Osgood-Schlatter. La deuxième chose, c'est que quand il va faire ses mouvements de sursollicitation, donc flexion-extension forcée, c'est pas juste flexion-extension dans le vide, c'est quand on fait un tir, c'est quand on saute, c'est quand on court. Voilà. Quand il fait une contraction contre-résistance, donc c'est quand il a le genou dans le vide et que moi je mets une résistance sur sa cheville ou son pied et que je vais lui demander de faire une extension de genou, donc là, flexion, extension contre-résistance, et qu'il a mal ici, ben là je vais m'orienter sur Osgood-Schlatter. Il y a un diagnostic différentiel qui est à faire, parce que j'ai parlé de Sinding-Larsen tout à l'heure. Sinding-Larsen, c'est exactement la même chose, sauf que c'est sur la pointe de la TTA. Et du coup, c'est compliqué parce que c'est à peu près sur la même zone, mais on peut soigner une TTA, si c'est la pointe de la rotule, ben on est à côté de la plaque et c'est dommage. Donc, si c'est la pointe de la rotule, c'est Sinding-Larsen, si c'est la TTA, c'est Osgood-Schlatter. Et du coup, on va faire un diagnostic différentiel parce que si on appuie sur la TTA, ben, c'est Osgood-Schlatter, et si on est sur la pointe de la rotule, c'est Sinding-Larsen. Ça, c'est au niveau clinique. Au niveau paraclinique, comme je l'ai dit, c'est tout ce qui est à côté de la clinique, donc ce qu'un praticien ne peut pas faire. La paraclinique, ça va être tout ce qui est prise de sang ou tout ce qui est imagerie médicale. Et pour la paraclinique, généralement, on va demander une radio, donc c'est le médecin qui va demander une radio, et on va avoir une image un peu morcelée de la zone à gérer, en fait, de la zone à diagnostiquer. Si c'est Sinding-Larsen, ça va être la pointe qui va un peu se décrocher. Si c'est Osgood-Schlatter, c'est encore plus visible parce qu'on a ce qu'on appelle une image en porte-manteau. Donc une image en porte-manteau, c'est comme un petit porte-manteau avec une petite boule, une petite tige, voilà, c'est comme la TTA qui se décroche un peu. Ou alors une image en trompe de tapir. On a tous vu ce que c'était une trompe de tapir ou une trompe d'éléphant. Pourquoi on dit que c'est une trompe de tapir? Parce que ça ressemble vraiment à une trompe de tapir. C'est vraiment, voilà, c'est des images morcelées. En fait, ça fait un peu comme ça, quoi. Ouais. Voilà, ça fait un peu comme ça et c'est morcelé d'en haut en bas, du plus grand au plus petit, ça fait une trompe de tapir. Et du coup, c'est comme ça qu'on va pouvoir diagnostiquer Osgood-Schlatter. Je rappelle quand même que nous, kinés, on fait des diagnostics kinésithérapiques. On ne peut pas faire de diagnostics médicaux, on ne peut pas recevoir un patient qui n'a pas vu de médecin et dire tu as Osgood-Schlatter et il faut faire une radio. Tout ce qu'on peut faire, c'est discuter avec le patient, s'assurer que le diagnostic est bon, sachant que nos médecins ici sont excellents et ils sont généralement tout le temps bons. S'assurer que le diagnostic est bon et éventuellement conseiller le patient. Voilà, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir une maman qui vient pour son épaule, qui vient me voir, qui me dit bah moi j'ai rendez-vous avec le médecin mais j'arrive pas à le voir, il a rendez-vous dans un mois mais ça va pas du tout. Je lui dis bon bah viens, je le prends en charge, mais après ça c'est moi et je suis pas forcément payé pour ça, mais je fais ce métier avec plaisir et voilà. Et en fait, je vais ausculter l'enfant, je vais faire les tests dont je t'ai parlé, et là, j'aurai un rôle de conseil en disant, ben moi j'ai fait ces tests, je te conseille d'aller voir un médecin et d'en discuter avec le médecin, et en fonction du critère d'urgence, moi, je peux appeler son médecin qu'elle choisit, et je dis voilà, je suis kinésithérapeute. J'ai fait ce test, je vous en parle, vous êtes seul juge du diagnostic médical et de la suite à faire. Et après, la suite normale à faire, c'est que l'enfant et sa maman vont voir le médecin. Et si le médecin décide de faire une radio, il fait une radio. Si le médecin décide de prescrire des séances de kiné, il les prescrit, etc., etc. Ok. Et du coup, avant tout ça, pour du coup, plus prévenir
les maladies comme Osgood-Schlatter et les autres, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça peut passer du coup par des étirements Ouais. ou par l'alimentation par exemple? Alors ça c'est une très bonne chose parce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de dire. Il y a une deuxième chose qui crée ces pathologies d'Osgood-Schlatter. On l'a dit, la première chose c'est la sursollicitation. Donc quand on tire trop sur la TTA, la chose à retenir c'est quand la TTA est trop sollicitée, quand c'est trop tendu ici, ça se morcelle et Osgood-Schlatter apparaît. Donc la première chose, c'est quand on tire trop. La deuxième chose, ça va être quoi? Ça va être effectivement quand les tendons et les muscles sont trop raccourcis, sont trop toniques. Ça arrive aussi chez les sportifs et généralement chez les garçons parce qu'il y a un facteur hormonal qui fait que les femmes et les filles sont plus laxes. Voilà, mais ça arrive quand même chez les filles aussi. Mais ça arrive beaucoup plus chez les garçons. D'ailleurs, chose à savoir aussi, c'est que avant ça n'arrivait que chez les garçons, mais au vu de la mixité qui commence à apparaître au niveau des sports ces derniers temps, ces dernières années, ce qui est une très bonne chose, les femmes, les filles, parce que c'est des filles, les filles, le pourcentage de filles commence à augmenter de plus en plus. Ok. Voilà. Et voilà, donc je disais, quand c'est trop tonique, quand c'est trop tendu, quand c'est trop court, ça tire trop sur la TTA et du coup ça crée aussi Osgood-Schlatter. Et le moment dans la croissance où les structures molles tirent trop parce que les structures dures grandissent trop vite, grandissent très vite, c'est le pic de croissance. Voilà. Et c'est pour ça que généralement, Osgood-Schlatter arrive au pic de croissance de l'enfant. Comment on peut savoir quand est-ce qu'il est son pic de croissance? On le sait généralement à l'apparition de la puberté. Les premières règles chez les filles et chez les garçons, apparition des poils pubiens, voilà, voix qui se modifie. Et chez les filles aussi, caractère sexuel secondaire qui se développe, la poitrine. Ok, c'est pas des choses évidemment qu'on va demander à l'enfant, mais il faut expliquer aux parents pourquoi ça nous intéresse. Voilà, on va expliquer aux parents est-ce qu'il en est où au niveau de la croissance. 95% du temps, le parent comprend et va dire elle a eu ses règles ou elle n'a pas eu ses règles, elle a commencé ou elle va pas parler des poids plus bien. Et s'ils n'en parlent pas, on va expliquer. En fait, c'est intéressant pour nous parce que si la puberté a commencé, il va falloir faire encore plus attention parce que comme il va grandir au niveau de l'os, en fait, si voilà, là c'est un ligament. Là, c'est le ligament latéral externe avec la fibula et le fémur. C'est facile de comprendre que si l'os grandit et si la structure molle ne grandit pas, là j'ai pris l'exemple du ligament parce que c'est plus parlant, mais il faut imaginer ça. En fait, ça va grandir, Ouais, ça va tirer. Voilà, et ça va tirer à ce niveau-là. Si, voilà, là c'est attaché, on va faire comme ça. Si cette partie-là du fémur grandit, ça va tirer, et c'est là où il va pas y avoir de rupture, mais il va y avoir Osgood-Schlatter. Donc, voilà, je le refais. Donc, hop, grandit, et hop. Donc, c'est pour dire que ça tire sur la TTA. C'est pour ça qu'il va falloir faire hyper attention au niveau du moment de pic de croissance. Et pour ça, on va encourager l'enfant à s'étirer. Il y a différents types d'étirements. On va faire de l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est qu'on va prendre l'enfant et le parent, on va expliquer pourquoi il faut tirer. On va expliquer ce que je viens d'expliquer pour la pathologie. Et on va dire, voilà, pour t'étirer, il faut que tu fasses comme ça. Pour t'étirer, il faut que tu fasses comme ça. Généralement, moi, j'utilise des étirements passifs et des étirements actifs de type Esno pour étirer, pour que ce soit le plus efficace possible.
Mais après, ça, c'est kiné dépendant et c'est tout à chacun. Mais oui, les étirements sont très très importants et c'est l'un des principaux axes de la rééducation. L'étirement au cabinet et l'étirement en éducation thérapeutique que le patient fait seul chez lui. Ok, d'accord. Et est-ce que l'alimentation joue un rôle ou pas dans ça? Oui, oui. L'alimentation joue un rôle. On l'a vu tout à l'heure. Donc forcément, on mange ce qu'on est. Donc plus on mange bien, mieux c'est. On sait qu'il existe des, des aliments qui auront plutôt une tendance inflammatoire et des aliments qui auront plutôt une tendance anti-inflammatoire. Et comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de la TTA, quand on a une ostéochondrite, comme une tendinite, tout ce qui finit en ite, généralement c'est inflammatoire. Si on évite les aliments inflammatoires et on encourage les aliments anti-inflammatoires, on va agir sur l'inflammation, on va pouvoir espérer améliorer la symptomatologie du patient et améliorer sa qualité de vie. Je dis on va pouvoir espérer parce que évidemment ce n'est pas juste avec l'alimentation qu'on va guérir le patient, mais c'est un élément en plus Pour l'optimisation. pour l'optimisation. Autre chose aussi, c'est quelque chose qui est indirect, qui a son importance, qui est un peu contre-intuitif, mais qui est important de souligner, c'est qu'on a parlé d'alimentation, on a parlé de poids, enfin, quand on parle d'alimentation, on parle de poids aussi. On parle de contraintes musculaires et de contraintes osseuses. Forcément, c'est facile de comprendre que plus on va avoir de poids, plus on va avoir de tension et plus ce sera problématique. C'est contre-intuitif parce que généralement, les enfants qui ont ce type de pathologie, c'est de grands sportifs. Donc, c'est pas censément des personnes qui ont des problèmes avec des poids, mais ça peut arriver quand même. Et là où c'est compliqué aussi, c'est que un enfant qui va être très musclé, ça va être problématique aussi parce que s'il est très musclé, il va vraiment tirer très fort sur la TTA et là aussi ça va être problématique. C'est tout un équilibre qu'il y a à avoir, c'est pour ça que le prépa physique et surtout le kiné va pouvoir accompagner le sportif en ce sens et c'est pour ça que c'est important à savoir. Et c'est pour ça aussi que on déconseille la musculation chez les enfants qui sont en pleine période de croissance. Et c'est pour ça qu'on propose aux enfants d'attendre un petit peu, d'attendre que la croissance continue un peu avant d'aller à la salle et de faire de la musculation pure et dure. Le poids du corps, ça se fait à un certain âge. Après, la musculation avec des poids, généralement, on attend que ce fameux cartilage de croissance ou cartilage de conjugaison, c'est la même chose, qui nous fait patienter sur le sport. Ok. Et du coup, par rapport à ça, il y a souvent on dit que la musculation, pardon, ça fait arrêter de grandir. Est-ce que c'est vrai ou pas? Exactement, c'est exactement le sujet. En fait, ce qui va permettre de grandir, c'est les cartilages de croissance. Quand on fait du sport en chaîne cinétique ouverte, par exemple, la chaîne cinétique ouverte, je vais essayer de vous l'expliquer, c'est quand on a une articulation, quand on travaille dans le vide, on est en chaîne cinétique ouverte. D'accord. Quand ma main, elle est posée quelque part, quand ma main, elle est posée sur le sol, par exemple, et que je fais des pompes, je vais être en chaîne cinétique fermée parce que mon corps, il est en circuit fermé avec le sol. Ok. Voilà, il y a une continuité entre ma main et le sol. Et il y a un entre-deux qui est la chaîne cinétique semi-ouverte ou semi-fermée. C'est quand je vais prendre un poids et il y a quand même une contrainte, mais il n'y a pas de continuité parce que voilà. Donc là, je vais être en chaîne semi-ouverte ou semi-fermée.
Pour avoir le moins de contraintes possible, sur les cartilages de croissance, il faut de la chaîne cinétique ouverte. La chaîne cinétique semi-ouverte, semi-fermée ou fermée, ça risque d'être compliqué parce que il risque d'avoir des contraintes sur le cartilage de croissance. Il y en a certains qui font de la chaîne cinétique fermée, mais quand c'est du poids du corps, ça peut aller. Mais quand il y a du poids, c'est pas bon. Et je dis ça peut aller parce que ça dépend du patient, ça dépend de plein de choses. Voilà. Et du coup, dans Ausgutschlatter, il y a une atteinte du cartilage de croissance et du cartilage de conjugaison. Le cartilage de conjugaison, il est de partout, il est aux extrémités des os. Donc là, c'est une extrémité, là, c'est une extrémité, la pointe de la rotule. Là, c'est une extrémité au niveau des condyles. Au niveau du plateau tibial, il y a une extrémité aussi, donc il y a du cartilage de croissance. Et en fait, tous ces cartilages de croissance, quand on va faire de la musculation, on va les abîmer de deux types de manières. Soit on va les étirer comme on a fait sur la TTA, soit quand il y a sur le plateau tibial, donc le plateau tibial, c'est vraiment le plateau qui est au-dessus du tibia. Okay. Ce plateau tibial, il est reposé sur le tibia et sur le cartilage de croissance. Donc, il y a un palais de cartilage de croissance en dessous. Et c'est facile à comprendre que quand on fait, par exemple, des squats, un Zercher squat ou un soulevé de terre, par exemple, ben, en fait, on va mettre des contraintes dessus. Voilà, et on va écraser ce cartilage de croissance. Ce cartilage de croissance, il est fragile et du coup, il ne va pas potentialiser toute la croissance qu'il devrait. C'est pour ça qu'on propose aux patients de ne pas faire de ce type de musculation. Parce que ça peut abîmer, ça peut empêcher la croissance ou pas la favoriser. Et là, je parle du genou, mais c'est pareil dans tout le corps. C'est pareil pour par exemple, le rachis, le cartilage de croissance, il est en plateau, en haut et en bas. Donc c'est pas bon aussi. Et par rapport à ça, quand par exemple moi je viens de voir au cabinet, comment du coup la prise en charge elle se passe en général? Elle se passe bien. Je suis d'accord. Comment ça se passe? En fait, donc le patient appelle au secrétariat. On le rappelle pour une prise de rendez-vous en fonction de ses disponibilités. Et une fois qu'il arrive, il commence au secrétariat avec tout l'aspect administratif. Et puis après, il me suit et on va dans le bureau pour un premier bilan. Chaque rééducation, comme c'est des rééducations, c'est une série de rendez-vous, elle commence par un premier bilan diagnostic qui me permet de prendre connaissance avec le patient, savoir comment il est, pourquoi il vient, et connaître le plus de détails possible pour que la rééducation soit le plus adaptée à ce patient. C'est là où je vais demander son nom, son prénom, son âge, pourquoi il vient, est-ce qu'il a des escaliers à la maison, est-ce qu'il a des enfants, quels sont ses loisirs, et toutes les autres questions qui sont intéressantes pour ma pratique. Une fois ce rendez-vous établi, je lui propose un plan de traitement en disant voilà, moi je pense que par exemple si c'est une cheville, la rééducation va se passer en deux phases. La première phase c'est de l'antalgie pour essayer de diminuer les douleurs, diminuer l'œdème, le gonflement. Et on fera des exercices très très simples pour pas qu'il ait mal surtout. Et la deuxième phase, c'est le renforcement musculaire pour éviter les récidives, qu'il ait confiance en lui et qu'il reprenne sa fonction. Voilà, ça peut être un exemple. Il est d'accord, on se lance sur la rééducation, et il n'est pas d'accord, j'essaie de voir pourquoi, mais ça n'arrive jamais. Ouais. Cette phase de bilan, c'est intéressant parce que elle me permet de savoir beaucoup de choses. Elle me permet de savoir donc des choses au niveau verbal. Moi, je vais lui poser des questions, savoir, je vais calculer son IMC,
Je vais savoir, encore une fois, s'il a des escaliers chez lui, s'il prend des médicaments, s'il a des pathologies associées, s'il a de l'asthme, du cholestérol, s'il a des antécédents. Mais je vais m'attarder aussi sur la rééducation non verbale et paraverbale. Je ne sais pas si je m'égare ou si... Non. Donc, je vais m'attarder sur la rééducation non verbale ou paraverbale. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. J'ai fait mon mémoire ostéo dessus. Pourquoi c'est important pour moi? Parce que pour moi, c'est clairement sous-coté. Parce que pas beaucoup de personnes l'utilisent. Malheureusement, dans le monde médical, c'est très très compliqué aussi parce qu'on connaît tous ce rendez-vous médical qui a duré 2 minutes montre en main. Ça m'est déjà arrivé. Ouais, Tu rentres, voilà, ordonnance, c'est et on y ça. va. Voilà, malheureusement, c'est ça. On est Je jette la pierre sur personne parce que moi-même, des fois, je suis un peu pressé. Mais on a tendance à oublier cette dimension un peu humaine. Et, et, et moi, je trouve que c'est important, que ce soit pour le praticien ou le patient, d'avoir ce domaine et cette communication non verbale ou paraverbale. Rapidement, non verbal, c'est tout ce qui ne va pas être attrait à la communication, ce qui sort de la bouche. Paraverbal, ça va être ce qui sort de la bouche, mais en enlevant la sémantique des mots. Ça va être le rythme, le timbre de voix, la tonalité, le volume. Voilà. En gros, le non-verbal, ça va être quelqu'un qui va croiser les mains, qui va être posé, qui va avoir le dos droit, qui va te regarder dans les yeux. Le paraverbal, ça va être quelqu'un qui va parler très très rapidement, qui va un peu mâcher ses mots. Alors, ça va plutôt être quelqu'un qui va beaucoup articuler et qui va parler calmement. Et voilà. Donc moi, j'essaie de m'attarder sur ça. Pourquoi? Parce que ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations très, très, très rapidement. Des informations qui sont nécessaires pour moi, comme le stress, par exemple, comme le niveau de confiance, comme savoir si le patient est détendu ou alors tendu, savoir son implication dès le début. Il y a des patients qui vont arriver dès le début, qui vont s'affaler sur le canapé, sur le fauteuil, qui vont regarder au sol, qui vont parler très très rapidement et juste répondre à mes questions. Alors, il y a des patients qui vont se courber en avant, qui vont essayer d'avoir des yeux grands ouverts, qui vont essayer de savoir ce qui se passe, qui sont très stressés. Donc, je disais, voilà, tout ça c'est très important pour moi parce qu'on a un devoir de moyens et pas de résultats. Et en fait, sans l'adhésion du patient, je ne pourrais arriver à rien. Donc, moi, je vais le conseiller, moi, je vais faire tout ce qui est en mon possible pour qu'il aille mieux. Si le patient il n'est pas avec moi, je ne pourrai pas travailler. Et des patients qui ne sont pas en adhérence thérapeutique, ben, à moi d'essayer de challenger, d'essayer de voir ce qui ne va pas, d'essayer de voir pourquoi c'est comme ça. Voilà. Certains de mes confrères le mettent de côté, d'autres disent que c'est pas notre rôle de s'y attarder parce que certains patients ne vont pas le faire parce que ils peuvent avoir des problèmes au travail, ils peuvent avoir des problèmes dans leur couple. Moi, je n'irai pas jusqu'à poser la question de savoir ce qui se passe. Je les laisserai parler, mais si ils veulent m'en parler, je serai toujours une oreille attentive. Et comme je disais, mes confrères certains de mes confrères ne s'y attardent pas parce que pour eux, c'est pas forcément important. Ils se décrivent comme non psychologues. Et ce qui est vrai, je ne suis absolument pas psychologue et je ne pourrai jamais faire de psychothérapie. C'est pour ça que nous, en enseignement, on parle de profil psychologique, on ne parle jamais de bilan psychologique. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va conditionner la rééducation. Un patient qui va être stressé, qui va être pas bien, qui va venir à reculons en rééducation, ça va être problématique pour la récupération et on pourrait même
pas se tromper dans le diagnostic, mais avoir un autre diagnostic qui apparaît. C'est déjà arrivé malheureusement qu'un patient qui arrive pour une entorse de cheville, ça n'aille pas dans sa vie, dans son travail, il est démoralisé, il a arrêté le sport, il prend du poids, il n'est pas bien, il est très stressé. Et il y a une pathologie qui est un peu méconnue, et qui est la bête noire de tous les professionnels de santé, qui s'appelle l'algoneurodystrophie. C'était l'ancien terme, maintenant ça s'appelle SDRC. Ok. Voilà. Et en fait, cette pathologie, on dit que c'est dans la tête, mais c'est pas dans la tête, c'est clairement lié au stress. Okay. C'est un dérèglement du système neurovégétatif qui fait que tu pars avec une entorse de cheville qui est censée durer 6 semaines, et tu finis avec un SDRC qui peut durer 6 mois. Voilà. Et du coup, je pense que si on ne s'attarde pas sur cet aspect un peu psychologique, si on n'a pas une oreille attentive, ça peut ralentir la rééducation. Et si c'est quelque chose qui prend trop d'ampleur, moi ça m'est déjà arrivé aussi de dire, bon voilà, je sens que vous allez mal, moi je suis là pour vous, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, je resterai là. En fonction de ma disponibilité, évidemment. Mais il faudrait peut-être prendre un rendez-vous avec un spécialiste, un psychologue, un psychiatre. Moi, je dédramatise complètement ça. J'estime qu'on devrait tous voir un psychologue. Encore plus en ces temps un peu compliqués. Mais voilà. Du coup, tu es ostéopathe et kiné. Et les gens, je pense, confondent un peu les deux utilités de ces deux métiers, de ces deux praticiens. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus ce que c'est ? Oui, effectivement, les patients, enfin les gens et même les patients se trompent. Malheureusement, c'est pas leur faute parce que beaucoup de personnes, dont les praticiens, font un peu un mix de tout ça, et voilà, chacun a sa définition. Moi, je vais te donner la mienne, qui me semble proche de la réalité, mais je me remets toujours en question. La kinésithérapie et l'ostéopathie sont des métiers qui se ressemblent et qui sont très complémentaires. Mais les deux différences que je note entre les deux, mais qui sont très importantes, c'est que pour moi, l'ostéopathie, c'est pour des problématiques fonctionnelles et aiguës. La kiné, c'est pour des problématiques organiques et chroniques. Je m'explique, l'ostéopathie, ça va plutôt être fonctionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, j'ai pas de pathologie, je me sens bien, j'ai pas été opéré, Mais par contre, mon dos, habituellement, je tourne très bien, mais là, j'ai un peu de mal, je me sens un peu bloqué. Mon dos n'arrive pas à faire toute sa fonction. Là, il faut aller voir l'ostéopathe. C'est aigu, pourquoi ? Parce qu'en théorie, tu vas voir l'ostéopathe, c'est 1 heure, et tu ressors, et dans les 24 à 48 heures, tu es bien. Voilà. En théorie, tu es censé être beaucoup mieux que... Voilà. La kiné, c'est organique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas voir le kiné quand tu as une pathologie. Tu peux pas aller le voir en disant je me sens pas très bien. Tu vas le voir parce que tu marchais dans la rue, t'es tombé, tu t'es fait une entorse de cheville. Organiquement, ton ligament a été lésé. Donc tu vas aller chez le kiné pour maximiser tes chances de récupération et retrouver ta fonction. Donc c'est en ça que c'est organique. Et c'est chronique parce qu'une séance de kiné, c'est extrêmement rare, voire ça n'arrive jamais. Mais c'est plutôt chronique parce que ça dure dans le temps. C'est 2 séances par semaine pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus. La différence aussi, c'est que l'ostéopathe, la séance va durer plus longtemps, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Pourquoi ? Parce que comme c'est aigu, l'ostéopathe a besoin de plus de temps. Parce qu'il y a peu de travail à faire à la maison, là où le kiné, il y a de l'éducation thérapeutique à faire.
L'ostéopathe, c'est aigu, donc ça va durer plus de temps, généralement 1 heure. Et l'interrogatoire va être beaucoup plus long pour 2 raisons. La première raison, c'est que l'ostéopathe va voir tout le corps. Voilà. Tu viens pour une problématique d'épaule, il va te demander si tu as eu une cheville, une entorse de cheville. Voilà. Et la deuxième chose, c'est que l'ostéopathe est obligé de se protéger parce qu'il a la première intention. L'ostéopathe, tu peux aller chez l'ostéopathe sans ordonnance, comme ça, direct. Tu n'as pas besoin d'aller voir un médecin pour aller voir l'ostéopathe. Et il est obligé de se protéger parce que nous, on est formés sur tous les red flags. Les red flags, c'est quoi? C'est tu vas voir un ostéopathe, tu dis que tu as mal à la tête, tu dis que tu es tombé et tu as tapé à la tête. Des fois, tu as la vision trouble, c'est arrivé il y a une demi-heure. L'ostéopathe, s'il est bon, il va te dire, écoute, il va faire des tests, il faut aller aux urgences. Ou par exemple, tu vas avoir un cas plus concret, enfin plus parlant, tu vas voir un ostéopathe, tu dis voilà, j'ai pris quelque chose dans ma main, je suis tombé, ça a étiré ici, depuis j'ai mal à ces 3 doigts et je sens plus trop, et des fois j'ai une perte de force, je trouve ça bizarre. L'ostéopathe, en théorie, il appelle le médecin et il te réoriente direct. Là où tu peux avoir le même profil chez le kiné, mais comme tu as eu l'ordonnance et que le médecin a vu le patient avant et que tu vas voir le kiné pour ça, ben le kiné est protégé, il n'a pas besoin de faire tous ces red flags. Il en a besoin un peu pour savoir si ça s'est aggravé, mais pour poser le diagnostic, il n'a pas besoin parce que... Le médecin l'a fait. Le médecin l'a fait. L'ostéopathe, c'est pour ça que c'est plus compliqué. À l'inverse, pour la kiné, tu restes généralement une demi-heure chez le kiné. Tu peux rester plus ou moins en fonction de la pathologie. Mais voilà, généralement, la norme, c'est une demi-heure. Et le kiné, alors, c'est une vision qui commence à se démocratiser, mais avant, la vision a été très analytique. Elle a été très « t'as mal à l'épaule, je te masse l'épaule ». Là, les nouveaux diplômés, on essaye d'inculquer aux nouveaux diplômés d'essayer d'avoir une vision un peu plus globale où tu as mal à l'épaule, bon, on va regarder les cervicales, on va regarder le coude, on va regarder le poignet, on va peut-être regarder le haut du dos, mais ça reste quand même globalo-analytique, ça reste régional, voilà, où on reste dans cette sphère-là, là où l'ostéopathe, il va quand même te regarder de la tête aux pieds. Voilà, et c'est déjà de bonnes différences, mais il y en a d'autres. L'ostéopathie, c'est 5 ans d'études sans concours. Kiné, c'est 4 ans d'études avec la première année de médecine. Et puis, je pense avoir fait le tour. Ok, du coup, tu nous as parlé du coup des études de médecine, du coup tu as fait ostéopathe et kiné. Et si tu pourrais un peu nous raconter ton parcours, comment tu en arrivé à être kiné du début à la fin, quoi. Ouais. Enfin, à la fin, j'espère pas. Mais... Ouais. Alors, ça remonte à loin. Moi, j'ai vécu à Herbel. Je sais pas si, voilà, Herbel, je crois que c'est quartier sud. Ah, je sais pas, c'est je crois que ça plus fait trop partie... de Marseille maintenant, voilà. Plein de touristes. Herbel, ça fait partie des quartiers sud. Et en fait, voilà, c'était un quartier un peu chaud. Et malgré le fait que ce soit un peu chaud, avec mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs, avec mes sœurs, on s'est tourné vers le médical. C'est quelque chose qui nous a toujours plu. C'était des études qui nous plaisaient au-delà du fait qu'elles soient sécuritaires, parce que c'est des métiers où tu as toujours du travail. C'était des métiers qui nous ont vraiment plu, et je pense que on a été attirés dedans parce que notre père a fait beaucoup d'études, a passé un doctorat en biochimie moléculaire. Et du coup, je pense que c'est lui qui nous a transmis cet amour pour les études, amour relatif, parce que c'est jamais plaisant sur le coup de faire des études. Mais voilà, c'est pour ça qu'on s'est lancé dedans. Quand j'étais à Herbel aussi,
Pour la faire courte, donc j'ai vécu à Herbel, j'ai fait 1 an à Paris où j'ai pris énormément de poids, j'ai explosé, j'ai été très très rond. Je pense que je frôlais l'obésité morbide parce que justement j'ai eu une coupure de mes amis. Je suis passé de Herbel, un quartier très ouvert, voilà, très ouvert physiquement, dans le sens où il y avait des prairies partout, on jouait au foot tout le temps, à Paris où j'avais vue sur rue, où c'était tout en gris. Et les gens peu commodes. Et les gens peu commodes, on est d'accord. Voilà, j'avais 10 ans, j'étais en CM2. Et puis voilà, j'ai explosé. Et puis par chance, je suis revenu à Marseille en 6e. Pourquoi tu es parti à Paris? Parce que pour le travail de mon père. Voilà, Okay. mon père est parti travailler à Paris. Et puis après, il est revenu avec ma mère à Marseille. Et du coup, je suis revenu à Marseille, j'ai repris mes habitudes. En plus saine, je pense, et de la 6e à la 3e, je suis arrivé en 3e, fit, et je pense que c'est là où j'ai commencé à aimer le sport. Donc moi, j'ai toujours voulu un travail dans le sport, mais je voulais un travail un peu intellectuel aussi. Je ne dis pas que les sportifs ne sont pas intellectuels, mais je voulais un travail avec beaucoup de réflexion, et un travail dans la santé aussi, pour les raisons que j'ai précisées avant. Et je me cherchais un peu, voilà. Donc on est resté à Herbel, on a déménagé d'Herbel, on est parti sur Aix. Et là, ma grande sœur s'est lancée dans les études médicales. Donc là, ça m'a donné encore plus envie d'être dans les études médicales. Mais arrivé au lycée, donc je suis arrivé en seconde, en première à Aix. Et du coup, pareil, c'était un peu compliqué. J'ai eu un petit moment de down. Et du coup, je voulais faire kiné, mais mes profs et tout le monde me disaient ça sert à rien, c'est la première année de médecine, tu la réussiras jamais. C'était pas ouf. Et pourquoi tu as eu un moment de down au lycée? Je pense que, ouais, en y réfléchissant, là, je viens de parler de Paris, je suis retourné à Aix, j'ai quitté mes amis, on était vraiment fusionnels. Enfin, ça fait un peu vieux con de dire ça, mais c'était mieux avant, dans le sens. Ouais, je vois. Boomer, mais. C'est ça. C'était mieux avant parce qu'en fait, je sortais tout le temps, mais devant chez moi, on avait ce qu'on appelait la pelouse. On se donnait rendez-vous à la pelouse et on passait nos journées à jouer au foot, à rester dehors, voilà. Et je suis passé de ça à Paris où genre c'était horrible et à Aix où c'était moins horrible, mais j'avais plus mes potes, c'était un peu plus guindé, c'était voilà. La mentalité des gens, c'est pas la même aussi. Ouais, c'était pas la même, c'est une très bonne mentalité aussi, mais c'était pas la même. Je pense que j'ai eu une coupure et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que j'ai eu un moment de down. Et du coup, au niveau des études, j'étais pas le plus exemplaire. J'ai passé la première, mais on m'a proposé le redoublement. En première, je sais plus si ça se fait toujours, mais on propose le redoublement parce qu'ils considèrent que c'est une chance qui est vraie, hein. Mais on n'oblige pas les gens à redoubler. Voilà, je pense qu'on aurait pu si c'était le cas, on aurait pu me proposer le redoublement, enfin m'obliger. Et j'ai passé mon bac, mais j'ai eu mon bac au rattrapage. Donc j'ai eu mon bac X au rattrapage, donc j'étais clairement pas le profil à aller en médecine. Et voilà, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc, je faisais du handball avant, depuis très longtemps, et quand je suis allé à Aix, j'ai fait du hand, j'ai commencé le hand à relativement haut niveau, j'ai fait quelques matchs en championnat de France, et, et en fait, je me suis pété les croisés. Ouais. Je me suis pété les croisés. La fameuse excuse. La fameuse excuse. C'est pour ça que j'ai pas fini pro. Je me suis pété les croisés et du coup, je me suis fait opérer, je me suis fait rééduquer. Et je pense que c'est vraiment là où mon amour pour le sport et la médecine a fusionné.
Et je me suis dit, bah, c'est kiné que je veux faire. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé pour les études de kiné. Du coup, je suis allé en kiné sans forcément stressé. Voilà, j'avais la chance d'avoir ma sœur qui avait fait médecine avant, qui est médecin aujourd'hui, qui m'avait conseillé un petit peu sur l'écurie, voilà, et puis j'y suis allé, pas fleur au fusil, mais un peu. Mais c'est vrai que en y repensant, je la voulais vraiment cette année, donc j'ai vraiment bossé comme jamais. Ok. Comme jamais, je voulais vraiment cette année, je voulais vraiment être kiné. Et je pense qu'il y a une part de moi où je me suis dit, toutes ces personnes qui m'ont dit tu feras pas kiné, tu iras pas en médecine. Elles t'ont motivé. Ouais, voilà, j'ai voulu un peu les faire mentir. Donc j'ai bossé comme un taré. J'ai des anecdotes vraiment ouf dans le sens où je me rappelle, ça c'est très drôle. Je bossais tellement. J'avais juste 1 heure par semaine où je faisais du hand, mon entraînement, mais sinon je bossais. Le week-end de temps en temps, j'allais chez mes parents, mais je bossais. Je plastifiais mes cours pour pouvoir les lire sous la douche. Ah ouais. C'est fou ça. Et je pense que ma meilleure anecdote, c'est un jour, ma mère avait fait les courses pour moi, parce que ma mère est très mignonne. Elle avait fait les courses pour moi, elle m'avait acheté de la salade. Et en fait, en ouvrant la salade, j'ai vu un petit escargot. Ok. Et en fait, je sais pas, j'ai pété un câble, j'ai pris l'escargot et j'en ai fait mon ami. Ok. J'en ai fait mon ami, j'avais une boîte de gel qui était vide, je l'avais mis à l'intérieur et Je faisais pareil quand j'étais petit avec les boîtes de Haribo. voilà. J'avais mis une boîte de gel, je m'en souviens très bien, elle était assez grosse, j'avais mis une feuille de salade et elle était à côté de moi et genre je lui donnais de la salade et je révisais. Enfin, c'était mon ami, de temps en temps je le faisais sortir et voilà. Et du coup c'était trop mignon. Voilà, je sais plus comment je l'avais appelé. Oscar, je crois que je l'avais appelé. Et voilà, et il faut savoir que, bon, maintenant ça a changé, mais à l'époque, tu commençais début septembre, tu finissais, tu avais les examens, tu avais des vacances de Noël, et les examens tombaient le premier jour de la rentrée. Donc en fait, les vacances, c'était pas des vacances, c'était des révisions. Ouais. Après, tu avais les examens pendant 4 jours, 4-5 jours, et après les 5 jours, tu avais 2 jours de repos, parce que tu n'avais plus rien à réviser, tu n'avais plus de cours, donc tu n'avais rien. Et après, tu reprenais. Donc, littéralement, entre début septembre et fin mai, fin juin, tu avais 2 jours de vacances. C'est tout. Et je peux te dire que ces 2 jours, moi, j'avais qu'une envie, c'était... Voilà. Okay. Donc, du coup, j'ai quitté mon appart, voilà. Et j'ai quitté malheureusement Oscar à ce moment-là. Et je suis revenu à la rentrée. Et malheureusement, Oscar n'était plus là. Vous avez quitté. Donc voilà, Oscar, si tu m'entends, je pense à toi. donc voilà, et du coup, à cette époque, j'avais préparé médecine et kiné parce que c'est ce qu'il fallait faire. Tu ne pouvais pas préparer kiné seul, j'ai préparé médecine et kiné. Et je me rappelle le jour des résultats, j'y suis allé avec ma sœur. Et pour l'anecdote, ma sœur, quand elle a vu ses résultats, en fait, quand tu as les résultats, comment ça se fait? Ils placardent les résultats et tu vas comme pour le bac et tu cherches ton nom et tu vois. Et en fait, tu as une colonne numéro de siège et une colonne attribution des résultats, donc classement. Et à l'époque, ma sœur, nous, donc on s'appelle Alcazaz, donc les A ils sont tout en haut, et ma sœur, elle avait vu qu'elle était classée dans les 300 ou 302, tu vois. Sur donc, combien? Sur 3000. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, sur plus de 3000. 10%. Hein, ouais, elle était dans les 10% et elle savait qu'elle aurait médecine, tu vois. Sauf qu'à cette époque, elle s'est rendue compte qu'elle s'était trompée, elle avait regardé le numéro d'attribution des sièges. Okay. Elle était tellement stressée qu'elle avait vu le numéro d'attribution des sièges. Et en fait, le classement a été classé 70e. Ah ouais, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc elle s'est trompée dans le bon sens, mais elle s'est trompée. Moi, le jour où je suis arrivé au résultat,
j'ai vu le classement, j'ai vu 285e. Et en fait, j'ai dit, c'est pas possible, j'ai fondu en larmes, il y avait ma soeur, j'ai dit, mais non, en fait, c'est pas possible, je me suis trompé, regarde. Et en fait, elle m'a dit, non, Harry, tu es classé 285e sur plus de 3000 du premier coup. Donc, j'ai eu le choix de faire médecine, dentaire, tout ce que je voulais, je pouvais le faire. Alors que moi, j'étais parti pour faire kiné. Ouais. Et je me suis dit... si je suis 1500, je veux bien, quoi. Ouais, exactement, tu vois. Et parce que le dernier prix en kiné, il devait être 1002, 1003, tu vois. Ok. Et en fait, j'étais genre 285e ou 280, enfin dans les 280. Et du coup, là, je me suis dit, mais... Incroyable. Donc, du coup, en plus, tu vas récupérer tes résultats directs, tu discutes avec la... Elle me dit, vous voulez quoi? Est-ce que vous connaissez votre choix? Est-ce que vous voulez faire médecine, dentaire, kiné, ils n'ont pas compris. Kiné. Bah, en fait, sur le moment, je dis, attendez, je vais réfléchir. Elle me dit, ok, on vous laisse 3 jours. Parce qu'en fait, dans le classement, si tu choisis pas, tu bloques toutes les personnes qu'il y a derrière toi, tu vois. Donc ça a été les 3 jours les plus longs et les plus courts de ma vie où j'ai discuté avec tout le monde, mais je suis allé voir mon médecin de famille, je suis allé voir mon kiné, et en fait j'ai posé les questions, et en discutant avec eux, tout le monde m'a dit fais kiné, moi mon fort à l'intérieur je voulais faire kiné, j'ai voulu faire kiné, c'est le métier qui m'a le plus plu, et quand je vois ce que je suis devenu, je suis très très content de là où je suis arrivé. Donc c'est pour ça que je suis kiné. Encore aujourd'hui, il y en a qui ne comprennent pas forcément, mais voilà, moi je connais certains médecins qui... faut faire ce que t'aimes aussi. Hein. Voilà, moi je me lève chaque matin, j'ai la banane, je suis très content. C'est pas forcément un métier facile. Ouais, voilà, il y a toujours l'adage qui dit, voilà, choisis un métier qui te plaît, comme ça tu travailleras jamais un jour de ta vie. Et moi je pense que j'ai trouvé mon métier. Et je me suis fait un malin plaisir d'aller voir mes profs à la fin en disant, vous savez quoi, du premier coup j'ai eu médecine. Donc jamais lâché et toujours travaillé, le travail paye. Okay. Et après le diplôme, pour le coup, tu as fait quoi? Après le diplôme, j'ai travaillé quelques mois à Aix. Ça m'a pas forcément plu. En tant que kiné? En tant que kiné, ouais. J'ai travaillé directement en tant que kiné. Je travaillais le lendemain du diplôme. J'ai commencé à travailler sur Aix. Et en fait, alors, j'ai travaillé sur Aix et je travaillais dans un kiné, il n'y avait pas grand monde, je faisais un vraiment petit mi-temps. Je devais peut-être avoir 3-4 patients par jour. Ah ouais. Donc voilà. Et j'ai toujours été attiré par le hand. J'avais des amis qui avaient un club de hand à Marseille, donc je travaillais avec eux. Et en fait, je faisais les allers-retours Aix-Marseille. Un jour, j'ai mis une annonce sur Internet en disant que j'étais dispo pour faire un mi-temps à Marseille. Et le lendemain, j'ai enlevé l'annonce pour dire, parce que en fait, les allers-retours avec Marseille, ça m'embêtait. Et je ne me voyais pas travailler sur Marseille à mi-temps. Une semaine après, je reçois un appel donc, de l'ancien gérant du cabinet, le Brasilia, qui me dit, voilà, j'ai vu votre annonce, on est intéressé. Je lui réponds que moi, je ne suis pas intéressé. Et là, il insiste, il me dit non, mais venez, on ne sait jamais, vous savez, vous pouvez changer d'avis, très très insistant. Et du coup, je dis bon, ben ok. Et en fait, je viens, donc j'arrive au Brasilia, secrétariat, 400-450 mètres carrés, balnéothérapie, sachant qu'à Aix, je travaillais dans un cabinet de quartier qui était au 4e étage sans ascenseur. Ah ouais. Et j'avais l'équivalent de 10 mètres carrés pour moi avec une table et c'est tout, quoi. Ok. Donc je dis, ah, c'est génial, donc on commence le mi-temps et il me dit, période d'essai de 3 mois. Je dis, ok. Et au bout d'une semaine, il me dit, bon, on a beaucoup accroché avec toi, mais voilà, c'est une période d'essai, il faut l'arrêter et puis il faut que tu quittes ton boulot à Aix. Voilà, et je dis, bah écoutez, ok, je pense que c'est une bonne chose parce que moi aussi je me plais bien ici. Et c'est comme ça que très très rapidement, sur une petite action, si j'avais pas mis cette annonce, je serais pas du tout là. Ok. Une petite action, en fait, fait des grandes choses. Donc, du coup, c'est comme ça que je suis venu au Brasilia. Et après, depuis, j'ai commencé les formations petit à petit. Directement après le diplôme, j'ai fait la formation kiné du sport. J'ai fait une formation thérapie manuelle. J'ai fait une formation en prépa physique. J'ai fait une formation
en pédiatrie, en maxillofacial, en ostéopathie. Donc voilà, ça c'est que les formations diplômantes. Et en plus, chaque année, je fais des petites formations au week-end pour me mettre à jour en continu. Et là, aujourd'hui, je suis très bien dans mon métier. Au Brasilia, je fais toutes ces formations. Je participe aussi voilà, dans certaines organisations comme le Parcours Cocon, comme l'ARBAM, qui s'occupe des bébés en cas d'urgence. Prof à l'école de kiné, à l'école d'ostéo. Et c'est plutôt cool, je pense, avoir atteint mon équilibre. Et je suis très content du parcours que j'ai fait. D'accord. Merci d'être venu aujourd'hui, Harit. Enfin, même si c'est nous qui sommes venus dans ton cabinet, du coup, au Brasilia. Merci beaucoup, merci Kylian. Merci. Merci d'avoir regardé l'épisode et à bientôt.